Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce webinaire qui pose la question de savoir comment réconcilier la stratégie avec l'opérationnel. Et donc on a une solution à vous proposer, ce sont les cartes de Wordley avec Mathieu. Et ce webinaire donc se fait dans le cadre du Café Agile Fest qui a lieu toute la journée aujourd'hui, ce vendredi 31 mai. Donc, ce webinaire est enregistré, donc ceux qui ne veulent pas se voir dans la vidéo, le replay, peuvent fermer leur caméra. Ce webinaire se décompose de la façon suivante. Voilà, c'est 45 minutes, donc 30-35 minutes de présentation entre nous deux. Vous pouvez écrire pendant ce temps-là dans le chat pour vous poser vos questions. Et puis, après, donc à la fin, 10-15 dernières minutes, nous pourrons échanger et répondre à vos questions. Donc, je suis accompagnée de Mathieu Joly, qui est le spécialiste des cartes de Wordley, qui est formateur en cartographie de chaînes de la valeur. Et moi, je suis marketeuse agile designer et je suis spécialisée dans le développement commercial et également la gestion de projets créatifs. Au début de ce webinaire, on vous a posé une question, êtes-vous plutôt stratège ou opérationnel? Si vous voulez, vous pouvez répondre à ce sondage, c'est via l'icône activité en bas à droite de l'écran, de votre écran. Quelles sont les statistiques, Maïwenn? On est plutôt sur 50-50. Je suis étonnée et c'est plutôt bien. Ça va être intéressant pour la suite. Super, comme ça, on va essayer de réconcilier. Voilà, exactement. Stratège et opérationnel. La façon dont on va procéder, donc là, au début, justement, nous allons voir un peu les avis de chacun, savoir ce qu'ils reprochent l'un à l'autre, et donc les dysfonctionnements que cela engendre. Et puis, les fameuses cartes de Wordley, donc Mathieu va vous expliquer cela. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous passerons aux questions-réponses. Ce que chaque partie reproche à l'autre. Maïwenn, on va peut-être démarrer par les stratèges. Voilà, par exemple, le type de choses que l'on peut entendre, c'est « ils ne vont pas plus loin que le bout de leur nez ». Donc, le stratège peut reprocher en tout cas un manque de vision et de prise de hauteur de la part de l'opérationnel. Autre critique que l'on peut entendre, ils font de la rétention d'informations, aucune remontée. Donc, il y a une absence de communication entre les deux parties. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Oui, voilà, ces dinosaures, on s'est un peu amusé. Ces dinosaures ne veulent rien changer à leurs habitudes. Donc, le stratège peut reprocher un manque d'adaptabilité ou d'agilité à l'opérationnel. Ils ne comprennent rien, ne doivent pas parler le même langage. Pareil, c'est de l'incompréhension. Il manque un langage commun, unifié. Et un cinquième, on a trouvé pourquoi ils passent autant de temps sur un sujet alors qu'il y a plus important. Là, on est sur un problème de priorisation. C'est ce qui est reproché. Et maintenant, ce que l'opérationnel reproche au stratège. Il en faut bien, il faut en équilibre. Donc, par exemple, le type de reproche qu'on va avoir, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne comprennent rien à notre métier. Donc, ils reprochent au stratège de manquer de réalisme et de connaissances métiers. Contrairement à nous, ils ne sont pas sur le terrain. Donc là, ça va être la déconnexion du terrain, en fait, tout simplement. Troisième, c'est bien beau d'avoir des idées, mais moi, je veux du concret. Donc, c'est souvent, la critique, ça va être la stratégie un peu abstraite et trop générale pour l'application terrain. Ce sont des vraies jouettes, ça change tout le temps. Donc, il y a des changements de direction, plus ou moins acceptés, et souvent parce qu'elles ne sont pas expliquées, tout simplement. Et la cinquième qu'on a notée, à quel moment quand-il nous consulter? Donc, un problème de consultation. Il nous amène donc à voir quelles sont les conséquences sur le quotidien. Et c'est Mathieu, Alors, effectivement, cela va entraîner des dysfonctionnements, tous ces problèmes de communication, ces problèmes observés sur le terrain, le manque de remontée de terrain. Et donc, le premier dysfonctionnement observé, c'est le manque de communication. Une divergence de compréhension, puisque les parties ne communiquent pas forcément, et une difficulté à traduire la vision du stratège vers les opérations, sachant que on peut avoir la meilleure vision si elle n'est pas correctement réalisée. Il y a un problème d'adéquation entre l'idée et la réalisation de l'idée. Ces problèmes entre les opérations et la stratégie
souvent est synonyme d'une organisation en silo qui ne communique pas entre ses départements, entre ses différentes chaînes de valeur. Et enfin, un manque d'alignement entre les opérations et la stratégie, ou la stratégie et les opérations, puisque c'est d'abord la stratégie qui va ensuite se traduire en opération, en activité, et c'est finalement l'exécution des opérations qui vont traduire la stratégie concrètement. Et du coup, comment est-ce que ces fameuses cartes de Wordlet peuvent les réconcilier? Effectivement, les cartes de Wordlet sont un langage commun, et je vais vous raconter mon histoire pour vous mettre un peu dans le contexte de ma découverte de cet outil et de la puissance que j'y ai vue. En 2019, je lançais un projet d'entreprise et à ce moment-là, à cet endroit-là, on me fournissait beaucoup de recettes pour réussir. Des recettes que j'appliquais à mon projet, mais qui ne marchaient pas forcément et je ne comprenais pas. J'étais perdu. Quand j'ai découvert les cartes de Wordley, à un moment, on m'a recommandé les cartes de Wordley, le livre de Wordley Map de Simon Wardley, et j'ai pu comprendre et j'ai réussi à traduire ces recettes en opération, à comprendre ce que les recettes voulaient dire, à devenir chef cuisinier quelque part, puisqu'on peut avoir la meilleure recette, mais si on s'adapte pas au contexte, comme un chef cuisinier, ben, on n'arrive pas à réussir. Et donc, ces cartes de Wordley, je les ai utilisées dans plusieurs de mes projets. Ça m'a permis de continuer à arrêter des différents projets, mais aussi de travailler avec d'autres startups que j'ai accompagnées dans la direction technique notamment. Il y a une chose aussi qu'on a oublié de préciser, c'est que Mathieu a traduit le livre de Wordley en français il n'y a pas si longtemps que ça. Alors effectivement, l'année dernière, je me suis lancé, j'aime tellement cette méthode que l'année dernière, je me suis lancé dans la traduction du livre de Simon Wardley, qui est un livre open source. Donc, je me suis emparé de livres et je l'ai traduit pour amener la cartographie de chaînes de valeur dans l'espace francophone et faire découvrir tout ça, cette méthode au plus grand nombre possible. De toute façon, on y reviendra tout à l'heure. Donc, les cartes de Wardley permettent de cartographier des chaînes de valeur. Ça donne du contexte à la chaîne de valeur. De discuter collectivement, c'est un langage commun, et de synthétiser une vision claire et partagée du paysage stratégique qui sera l'objet de la réconciliation entre les stratèges et les opérations. Et alors moi, j'ai eu la chance de participer à une formation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est tous les deux là aujourd'hui. J'ai trouvé ça super. Et tu avais fait un parallèle et que j'avais trouvé super judicieux entre les cartes de Wordley et les cartes géographiques. Les cartes géographiques, en fait, c'est de la 2D, mais finalement, on a énormément d'informations 3D. Là, c'est ce qu'on a synthétisé un peu sur le schéma. C'est qu'on arrive à avoir, donc forcément, les routes, la mer, les fleuves et autres en version 2D, mais on a également sur une carte géographique une vision de relief, il y a le climat, la densité de la population. Enfin, il y a énormément d'informations en 3D. Et justement, donc ces fameuses cartes de Wordley se lisent en trois dimensions. Mais voilà, tu as un parallèle à faire. Tu as pris quand même une assez simple, mais c'est quand même assez complexe. Mais voilà, tu vas décomposer tout ça tout à l'heure. Absolument. Les cartes de Wordley, de la même manière qu'une carte géographique, représentent le paysage économique d'une organisation dans son contexte et sous-entend que les distances ont du sens. Vous avez devant vous un exemple de carte de Wordley. L'idée ici, c'est pas de l'analyser, mais pour vous donner un peu de contexte, c'est la chaîne de valeur d'une entreprise qui s'appelle Coolroof et qui fait de la peinture réflective pour bâtiments industriels. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, c'est pour que vous voyez un premier exemple. Par la suite, je vais vous donner des clés d'explication et des clés de compréhension de cette carte de Wordley. Alors, une carte de Wordley, c'est une chaîne de valeur. À gauche de mon écran, vous pouvez voir que l'on parle d'une chaîne de valeur et que la valeur remonte de bas en haut dans la carte. Elle remonte jusqu'au repère. Le repère, c'est notre client. C'est un peu comme le nord sur une carte géographique. Ce client, ce repère, a un besoin qu'on a ici, mais qui peut être pluriel. Il peut y avoir plusieurs besoins. Pour l'exemple simplifié ici, on n'en utilise qu'un. Ce besoin est satisfait par une capacité
que l'entreprise ou l'organisation dont on fait partie ou pour laquelle on travaille construit et qui satisfait le besoin. Cette capacité B repose sur plusieurs capacités C1 et C2 pour exister. C'est ici c'est une chaîne de valeur que l'on vient de dessiner. La puissance de Simon Wardley, la puissance des cartes de Wardley dont Simon Wardley est l'auteur, c'est d'avoir dit que cette chaîne de valeur évoluait dans le temps, ce qu'il appelle l'évolution. Les composants de la chaîne de valeur vont être poussés par la compétition de l'offre et la compétition de la demande de la gauche vers la droite, selon l'évolution. Donc, il y en a 4. Hein. Simon dit que cette évolution est découpée en 4 phases. Et donc, les composants vont passer de la gauche vers la droite par les 4 phases d'évolution. Ici, la capacité C1 est en phase 3 de l'évolution. Donc, les fameuses, donc les quatre phases, quelles sont-elles alors? Alors, quand on parle d'une activité, les phases se nomment pour la phase 1, la phase de genèse de l'activité, puis pour la phase 2, la phase sur mesure de l'activité. Donc, c'est là où on va avoir une construction, une réalisation artisanale. On va préférer internaliser la capacité. En phase 3, nous serons confrontés à des produits qui auront des modèles économiques de location, par exemple. Et puis, en phase 4, les activités deviennent des commodités et sont utilisées. On a même tendance à oublier qu'on les utilise au quotidien. Et donc, c'est des modèles économiques utilitaires qui sont présents en phase 4. Et j'avais donné, enfin, comme exemple, j'aurais bien aimé qu'ils nous parlent de l'IA, par exemple, de leur présenter. Parce que là, voilà, j'étais à un webinaire il n'y a pas si longtemps que ça, c'était mercredi, qui disait que même dans le monde professionnel, on était à 30% peut-être de gens qui utilisent dans des grands groupes l'IA. Et du coup, comment tu le positionnerais, toi, sur l'échelle de l'évolution de l'IA en termes de capacité? Alors, effectivement, l'enjeu, je rappelle juste que l'enjeu le plus important est de positionner par rapport à la réalité les composants, puisque c'est ça qui nous donne une information. La carte de Wardley essaye de traduire la réalité de l'évolution de la chaîne de valeur. L'IA, personnellement, je pense qu'elle est en phase, enfin, la technologie de génération de texte automatique par IA, je pense qu'elle est en fin de phase 3, début de phase 4, entre les deux. Alors que, tu vois, enfin, on en a discuté déjà, mais alors que moi, je me disais, tiens, comme c'est peu utilisé encore, parce que là, on parle de grands groupes, 30%, ça veut dire que la population, je pense que les chiffres sont encore plus bas. Je me disais, tiens, on est peut-être dans la genèse, ou on est sur du sur-mesure, on tâtonne, et alors que, au final, non. Il ne faut pas confondre l'utilisation, tu disais, l'usage que les personnes en font et la technologie elle-même. Absolument. La technologie, une des règles du jeu dans les cartes de Wardley, il y en a 40 qui nous permettent de lire mieux l'espace économique, c'est que les activités qui se retrouvent en phase 4 sont assez stables et solides pour créer de nouvelles sources de valeur qui vont se retrouver, qui vont émerger en phase 1 et 2. Ce dont tu parles, c'est justement l'émergence de nouvelles pratiques qui se construisent par-dessus l'IA générative de texte et qui se retrouvent du coup en phase 1-2. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est de penser notre pratique, notre construction d'activité par-dessus ces outils qui sont très standardisés, comme la nouveauté est de positionner justement l'outil IA en phase 1, alors qu'en réalité, il est plutôt en phase 3-4. Et une autre chose quand même, je me dis que c'était intéressant. On a discuté de plein de choses et il faut réussir à les condenser, mais on a parlé d'innovation. Et j'ai trouvé, la dernière fois, tu me parlais c'était intéressant, parce que l'innovation, pareil, tu dis, on est sur la genèse, on est sur mesure, et tu disais que l'innovation pouvait finalement se retrouver sur plusieurs phases. Il ne fallait pas le voir de cette façon, au niveau de la carte en tout cas.
Absolument. Ici, je ne vais pas rentrer dans le détail total de qu'est-ce que l'évolution elle-même, mais si vous connaissez la courbe de diffusion d'innovation de Everett Rogers, sachez que l'évolution est une multitude de courbes d'innovation et que pour qu'un produit passe de la phase 1 à la phase 2, il y a probablement une innovation qui lui permet cette évolution, ou alors pareil pour la phase 3 à la phase 4. Il y a donc une multitude de courbes de diffusion de l'innovation qui jonchent l'axe de l'évolution. Oui, c'est ce que William, je vois en commentaire la différence entre l'innovation de rupture et l'innovation incrémentale. Effectivement, ça veut dire qu'au niveau de l'innovation incrémentale, on peut se retrouver avec une évolution sur les quatre phases, en fait. Ouais, voilà. L'innovation peut être au cœur de l'évolution, que ce soit phase 1 ou phase 2. On n'innove pas que en phase 1. Et peut-être on y reviendra après, mais là, on est sur de la 2D, mais effectivement, on a des éléments qui permettent de donner de la 3D. Tu vas donner des exemples, mais il y aura après, c'est des choses à voir plus tard aussi, mais pour rentrer dans le détail, mais pour symboliser. Là, on vient de dessiner le paysage de la chaîne de valeur. Maintenant, je vais lire à travers ce paysage des informations. Et pour la suite du webinaire, je vais vous parler notamment d'une lecture, celle de qu'est-ce qu'il faut comment il faut considérer la sous-traitance, l'achat ou l'utilisation du matériel de sa chaîne de valeur, par exemple, ou les technos de sa chaîne de valeur. À gauche de la carte, on va préférer concevoir, fabriquer par nous-mêmes les activités ou les éléments de notre chaîne de valeur. Dans phase 3, phase produit, on va préférer acheter sur étagère ou louer des logiciels, par exemple, ou acheter des machines. Et en phase 4, on va utiliser les activités comme des services. Et j'entends par service des choses qui sont facturées à l'unité. Par exemple, l'électricité est consommée comme une utilité puisqu'on consomme à l'unité, au kilowattheure d'électricité. On est presque, enfin, je sais pas si c'est adapté, dans la partie domaine public, en fait. C'est presque tombé dans le domaine public. On n'est même plus à réfléchir. Ce sont des choses en fait 4, en commodité. En parlant de domaine public, la carte de World Lab cartographie le paysage, l'espace économique, l'espace marchandisé. À droite de l'évolution, il y a un mur qui peut être franchi et qui s'appelle le bien commun, là où justement le domaine public œuvre beaucoup plus. Et en général, on peut prendre des choses de l'espace 4, de la phase 4, et l'emmener dans le bien commun, ou inversement, prendre des choses du bien commun et l'emmener en phase 4 d'évolution. Je vous propose de traduire ça en exemple avec comme sujet la création d'une activité de vente ambulante de jus de frais pressés. C'est un exemple simplifié. Prenez-le pour ça et à titre informatif et pédagogique. On va avoir ce qu'on veut, c'est un jus de frais pressé, vitaminé et frais, avec pulpe et sans pulpe. L'objectif de notre étude, c'est de choisir s'il faut acheter ou fabriquer ou utiliser le matériel, un peu en écho avec ce que je disais juste avant. Ici, vous avez donc un fond de carte extrait de MapKeep, un logiciel qui permet de cartographier justement les chaînes de valeur. Vous retrouvez en haut de la carte le contexte, carte de l'activité de vente ambulante à vélo de jus d'orange pressé, vitaminé, frais, sans pulpe et avec pulpe, dans le but de choisir s'il faut acheter, fabriquer ou utiliser le matériel. Ensuite, vous retrouvez notre repère, le travailleur ou la travailleuse du tertiaire, puisque le contexte de notre activité, c'est de la vente ambulante dans un domaine, dans une zone d'activité. De la vente ambulante dans une zone d'activité. Ce travailleur et cette travailleuse ont un besoin, le jus d'orange pressé, frais, vitaminé, sans pulpe, ou le jus d'orange pressé, frais et vitaminé avec pulpe. Ces deux besoins sont des produits aujourd'hui qu'on consomme, qu'on achète sur l'étagère. Pour créer pour répondre à ces deux besoins, notre organisation, notre activité a besoin de pulpe, de jus frais et d'un contenant. Le contenant, c'est quelque chose qui est très standardisé, ça prend la forme d'un verre, dans lequel on n'attend pas qu'il y ait d'échecs de fonction.
C'est pour ça que je le place en phase 4 de l'évolution. Pour faire exister la pulpe et le jus frais, j'ai besoin d'un pressoir et d'une orange à jus, et des oranges à jus. Ce pressoir est composé de réservoirs à pulpe, réservoirs à jus, grille de pressage et de grille de pressage séparatrice. Pour pouvoir réaliser mon activité de pressage, j'ai besoin d'un support qui va être mon chariot ou autre chose, peut-être un tuk-tuk, et d'énergie pour déplacer mon support et actionner mon pressoir. On pourrait aller plus loin, hein, parce que l'énergie, voilà, est-ce qu'on fait une batterie, est-ce qu'il y a l'électricité? Mais en fait, l'objectif, c'est de surtout comprendre les étapes. Hein, évidemment, ce serait plus large autrement. Dans notre première carte de Wardley, en général, on a tendance à vouloir tout cartographier, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la carte sera de moins en moins lisible avec les choses que vous y ajoutez, et il faut essayer d'y mettre les choses qui sont utiles pour l'étude, le périmètre de l'étude. C'est pour ça que je précise le périmètre de l'étude en haut dans le titre. Il y avait une autre chose aussi qu'il fallait qu'on précise, c'est que ces cartes-là, la façon dont elles sont disposées, c'est aussi, les cartes, c'est un moyen justement de communiquer entre les différentes parties. Absolument. Puisqu'il y a la connaissance du terrain, il y a aussi les études. Hein, bon, sur la partie marketing, on ne positionne pas n'importe comment non plus le produit. Là, bon, on l'a fait, voilà, c'est pour expliquer. Mais c'est justement de mettre tout le monde autour de la table de façon à avoir la cartographie la plus juste possible. Et évidemment, c'est pas figé dans le marbre non plus. Donc, effectivement, pour positionner les choses dans l'évolution, moi, je vous invite en tant que stratège à aller discuter avec les opérationnels qui ont une meilleure lecture du terrain en général et qui vont mieux concevoir l'évolution d'une activité. Par exemple, moi, en tant que stratège, je peux avoir la connaissance de l'environnement général, mais je ne vais pas avoir la connaissance de l'évolution d'une activité, la technique pure autour de cette activité, et je vais aller préférer questionner les opérations pour positionner dans l'environnement. Si je parle du pressoir, il y a plusieurs formes aujourd'hui qui existent pour réaliser l'activité de pressage. Je parle du presse-agrume ou alors du presse-agrume manuel, du presse-agrume électrique, de moulinex, ou alors même de machines très complexes qui refroidissent les oranges, les découpent en deux, ensuite les pressent et maintiennent un niveau de jus permanent dans la machine. On a plusieurs tailles de machines, plusieurs quantités de jus, et à la fin, on termine par les extracteurs de jus qui, eux, nécessitent d'avoir des oranges pelées pour ensuite séparer le jus de la pulpe. Et vous voyez qu'ici, on répond à tous nos besoins, mais pas forcément correctement. Quand on prend conscience de ces différences entre l'évolution, notre capacité à acquérir une machine ou à presser le jus, on peut s'orienter par rapport au paysage que l'on vient de décrire et ainsi décider en connaissance de cause de l'action à faire dans notre chaîne de valeur. Et du coup, décider d'acheter, de louer ou de faire en fonction de notre contexte à nous aussi. C'est pareil pour le support. Vais-je préférer un chariot manuel à pousser, comme on peut voir sur les plages en été pour la vente de glace, un triporteur qui va me permettre d'aller plus loin, peut-être de changer de zone d'activité, un triporteur avec assistance électrique ou un triporteur thermique, ou alors un tuk-tuk, comme on peut voir à Nantes, du côté d'Hôtel-Dieu. Mais ça, c'est pour la petite anecdote pour les Nantais. Ou même un triporteur, du coup, avec une devanture à l'avant du vélo ou à l'arrière du vélo. En fonction de cette observation du paysage, des possibilités qui s'offrent à moi, je vais pouvoir ensuite m'orienter par rapport à mon contexte interne et justement décider avec les équipes qui auront participé à l'élaboration d'une carte. Et c'est à ce moment-là qu'on réconcilie la stratégie et l'opérationnel. C'est grâce à la carte qui permet d'être un sujet de discussion commun. On ne met plus notre ego dans notre façon de penser, on met notre ego sur la carte et il s'abaisse et il permet la discussion commune.
Simon Wardley est l'auteur de cette carte. Il la met en open, il est l'auteur de ce modèle. Il la met en open source. Vous pouvez vous en emparer. Le livre est disponible en ligne. Il a sorti le livre en 2016 et a travaillé la méthode à partir de 2005 quand il était dirigeant de la startup Fotengo, qui était une filiale de Kodak, qui a ensuite coulé, mais lui, il s'est fait virer avant son naufrage. Ils n'ont pas écouté ça, ils n'ont pas utilisé sa carte, qui n'existait pas encore à l'époque d'ailleurs. Lui, à ce moment-là, en 2005, il proposait de partir sur le cloud, de dire, bah, voilà, le futur de ma startup Fotengo, qui faisait de l'impression de photos en ligne, c'était de faire du cloud as a service. Et en 2008, Amazon sort EC2, au moment où lui avait justement prédit que c'était le futur de l'informatique, le cloud. Et aujourd'hui, on sait à quel point ça dimensionne nos vies et c'est présent partout et que c'est une des industries les plus impactantes du monde. Voilà. Simon Wardley donc, est encore aujourd'hui actif dans la communauté des cartes de Wardley, a un Discord que vous pouvez rejoindre. Mais vous pouvez aussi aller sur le site Wardley Map. Je vais y faire un tour d'ailleurs pour vous montrer comment accéder au livre. Donc, version française que tu as traduite l'année dernière. Ouais. Elle est accessible gratuitement. Vous pouvez cliquer ici pour lire la ressource en ligne. Mais je vous invite aussi à considérer la formation puisque c'est un gros bouquin de 19 chapitres. Si vous avez du temps, c'est très bien. Mais c'est pas le meilleur point d'entrée pour les cartes de Wardley. Le meilleur point d'entrée, c'est ma formation. Formation de 14 heures, 2 jours de formation initiale et 12 heures de mise en pratique. La mise en pratique est très importante. Il y a plusieurs objectifs pédagogiques. On vient de, par exemple, voir celui de concevoir une solution adaptée aux besoins des parties prenantes et à l'évolution du marché et aux capacités internes de l'entreprise. L'exemple rapide de l'activité de pressage d'orange pour vendre des jus de fruits, ça rentrait dans ce périmètre-là. Mais on peut aussi comprendre son marché grâce à la cartographie de chaîne de valeur et aux autres possibilités. Voilà, je vous remercie. Alors, je me remets en plein écran. Attendez. Je ne sais pas ce qui ne marchait pas. J'ai vu Samuel qui a dû essayer de voir le lien. Je ne sais pas si c'est le QR code. De toute façon, ouais, ce qu'on va faire, c'est que il y aura un replay, même si du coup, la vidéo n'aura pas pris le début. Et puis, on partagera également sur LinkedIn les liens, enfin, le PDF. Du coup, vous aurez accès à ce qu'on vous a partagé, plus voilà, les différents liens seront incrustés dedans. Merci à toutes et tous. Alors, est-ce que ça a été suffisamment clair ou est-ce qu'on a perdu tout le monde? Non, mais les gens sont restés quand même. Est-ce que vous pourriez, oui, on comptait vous inviter à mettre les caméras si vous le souhaitez. Potentiellement, de toute façon, ça pourrait être coupé au montage si vous ne souhaitez pas apparaître non plus. Ceux qui veulent pas ou celles qui veulent pas ouvrir leur caméra, c'est pas obligé, mais pour poser vos questions, n'hésitez pas à activer la caméra, lever la main et ouvrir votre micro. On est là pour y répondre, pour éclaircir les zones d'ombre et peut-être vous parler des cartes de Wardley au hasard. Voilà, ça passe par la communication du coup, et les cartes de Wardley sont un outil de communication qui peut résoudre des dysfonctionnements entre les équipes opérationnelles et les équipes stratèges. Et du coup, tu as peut-être des exemples au niveau des... Là, tiens, il y a un exemple de nomenclature que tu pourrais trouver si tu retiens le partage. Parce que là, tu as montré un exemple de carte. Justement, on ne voulait pas perdre du monde. Donc, on a présenté une carte avec quelques évolutions. Mais je sais qu'en formation, quand j'avais été dans ta formation, tu nous avais montré à un moment donné plusieurs typologies, plusieurs nomenclatures. Parce que pour ta 3D. Ouais, je sais pas si... tu partages ton écran, peut-être que tu veux retirer ton écran et remettre après ou... Parce que là, sinon, on va tout voir. Si je retourne dans... Peut-être que dans ton livre, tu as peut-être des exemples. Oui, il y a plein d'exemples. Ouais. N'hésitez pas à poser des questions.
pendant que je charge ça. Ça marche Parce que pas. la richesse de la nomenclature, en fait, on l'a pas forcément vu là, mais de toute façon, après, c'est sûr qu'il faut avoir une formation. Déjà, moi, j'ai passé une journée et je sais que c'était un minimum pour comprendre l'environnement. Hop. Donc là, vous êtes sur le wiki que je maintiens et qui contient l'ensemble des ressources pour pratiquer les cartes de Wordley, un wiki qui est accessible gratuitement, bien sûr, sur lequel vous retrouvez le livre, mais aussi l'ensemble des antisèches, les analogies utilisées par Simon dans son livre pour permettre la compréhension et des modèles, mais aussi l'ensemble des figures. Et dans les figures, j'ai un raccourci qui est plus intéressant. Dans les antisèches, Ouais, j'ai justement Pablo qui demandait quel est le troisième axe de la version 3D. Et justement, c'est cette fameuse nomenclature. alors, le troisième axe, en fait, c'est les informations que tu vas venir, comme si c'était des calques qui vont se superposer sur la carte. Tu peux mettre des calques comme celui de faire, acheter ou utiliser. Tu peux aussi mettre d'autres calques comme les points de changement. Ici, du coup, vous avez à l'image l'anti-sèche qui permet de positionner dans l'évolution. Je ne sais pas si c'est assez visible. Je peux peut-être un peu zoomer. Zoomer sur une partie moins. Oui, parce que là, les 4 phases que l'on voyait tout à l'heure, elles ont été très résumées, puisque justement, oui, ça donne de la dimension, puisque j'ai dû travailler un petit peu pendant cette journée de formation, et justement, c'est là où c'est bon, j'ai compris ton truc là. Puis quand il a fallu que je commence à faire ma carte et mettre de la 3D, là, j'ai vu que finalement, c'était pas si simple de positionner dans ces 4 phases là. C'est notamment pour ça qu'il faut pas mal de pratique. On parle pas on a tendance à décomposer les choses en processus temporels. Les cartes de Wordless, ce ne sont pas des processus temporels. On parle d'activités, de données, de pratiques ou de connaissances. Et il faut souvent décomposer la forme des choses qu'on observe. Par exemple, ChatGPT fait plein d'autres choses que générer du texte. Il génère du texte, mais il peut répondre à des questions, il peut corriger des exercices, il peut créer du code. Et tout ça, ce sont des activités indépendantes. Donc, parfois, dans la carte, on simplifie ces activités en nommant le composant par la forme qu'il prend, mais il ne faut pas oublier que c'est plus la fonction ou l'activité auquel il répond qu'on cartographie et qui, elle, va évoluer. La forme suit l'innovation, suit la diffusion des vrais trotteurs, mais l'activité, elle, suit l'évolution. L'évolution qui est composée de plusieurs courbes de diffusion. Je peux aussi vous montrer d'autres cartes. Parce que la carte, c'est vrai qu'on l'a passée au début. Il y a eu la vision de la carte géographique, puis après, d'un exemple de carte de Wordley. Là, il y avait de la 3D qui apparaissait. De toute façon, vous le verrez dans le PDF. Il y avait deux, trois informations en dimension. Mais oui, c'est vrai qu'en montrant des exemples, ce sera peut-être plus. Voilà. Ici, vous avez par exemple une carte qui indique du futur. Le futur est représenté par les flèches en pointillés rouges. Aujourd'hui, dans la pratique des cartes de Wordley, on ne représente plus la ligne du futur, mais on représente que les flèches en pointillés rouges. Les flèches en pointillés rouges matérialisent un point de changement. On observe en ce moment dans le marché que le composant plateforme est en train d'évoluer. Il y a donc un changement qui s'opère. Est-ce que mon organisation va suivre ce changement? Une des informations que les cartes de Wordley nous disent, c'est que à chaque passage, si je passe une phase, si je passe de la phase produit à la phase commodité, alors il y a de l'inertie. L'inertie est représentée par le petit rectangle noir. Et ici, mon organisation va subir de l'inertie. Dans la méthode des cartes de Wordley, il y a tout un principe, un chapitre sur la gestion de l'inertie, justement, parce que ça permet de transformer les organisations. Ouais, je pense que déjà d'avoir cette carte, tu pourras peut-être la rajouter dans le PDF. Je ne sais pas si tu peux. Oui, elle est accessible sur Oui, c'est vrai, tu as raison. Elle est accessible sur le lien que tu vas donner, enfin qu'on va redonner en tout cas. Si on verra le QR code, pourquoi il n'est pas passé. C'est peut-être trop petit. N'hésitez On pas. a d'autres encore, peut-être, je ne sais pas.
on va vous laisser un peu plus Voilà. d'espace pour moins parler. Ou alors c'est la découverte aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a certains qui avaient déjà, avant aujourd'hui, regardé les webinaires ou lu certaines choses sur les cartes de Wordley? Ou est-ce que c'était vraiment nouveau aujourd'hui et vous l'avez appris? Voilà, oui, c'est Cécile. Allez, Cécile. Oui, bonjour, salut Mathieu. Moi, j'avais découvert ça avec Agile Nantes. Mathieu était intervenu lors d'un meet-up de session mensuelle et ça m'intéressait beaucoup de voir comment, là, c'est sous forme de présentation et pas d'atelier comme on avait vécu, mais de voir une autre manière, une autre approche, parce que c'est quand même, c'est un processus très puissant, mais comme disait Mathieu, qui a vraiment besoin d'être pratiqué. Et quand on est néophyte, comme c'est mon cas, on peut trouver que c'est très, très, très compliqué. Mais j'avais bien aimé, Mathieu, quand tu avais présenté différents produits comme les graines à hélice de betterave et des choses comme ça, vraiment tout le questionnement pour savoir où est-ce qu'on le situe, quoi. Moi, ça fait partie des choses importantes de comprendre comment positionner dans l'évolution, parce que c'est pas un mécanisme anodin, c'est quelque chose qu'on a tendance à pas faire naturellement. On voit plus la forme des choses que les fonctions auxquelles elles répondent exactement. Et du coup, merci Cécile. Ravi de te revoir en tout cas. Et c'est quand même assez nouveau. D'ailleurs, tu les situerais dans quoi là? Les cartes de Wordley, elles sont en pleine genèse ou en sur-mesure? Parce que là, tiens, Alors, parce qu'il n'y a que 5000 personnes dans le monde, hein, c'est ce que tu disais. Ben, on va rajouter les la 1, 2, 3, communauté, 4 personnes, mais la communauté est un peu plus grande. ouais, Il y a 66 000 personnes, enfin, d'après les estimations de Joachim qui habite aux États-Unis et qui justement s'est questionné sur les estimations du nombre de pratiquants. Ensuite, en termes de personnes qui pratiquent vraiment, probablement plus 5000. Et en termes d'experts, on est moins d'une centaine. Et en France, on est 3, quoi, à bien le faire. Je vois Pablo qui nous partage un lien. Alors, qu'est-ce que c'est comme lien? Je vais peut-être pas l'ouvrir là maintenant. Bon, on regardera ça tout à l'heure. Mais ouais, donc il y a déjà Pablo qui a étudié la question alors. C'est bien. Si tu veux ouvrir ta caméra ou ton micro pour nous en dire plus, avec plaisir, Pablo. Merci. Donc, oui, je suis en train d'étudier un petit peu la question du point de vue de flow par rapport à DevOps, team topologies, Ouais. ce genre de choses. Donc, là, je voulais vous partager ces liens qui sont assez récents et puis de la FlowConf en France, en fait. Ouais. Et puis, donc, je suis très intéressé à le connecter avec ce genre d'applications, la flux des valeurs, la fast flow, etc. Et puis aussi, je travaille plus sur la produit et la stratégie des produits. Donc, j'aimerais bien l'introduire dans mes Absolument. skills. Voilà. On peut utiliser les cartes de Wordley à plusieurs échelles, soit développement d'activité, soit développement de produit, il n'y a pas de souci. Développement d'activité, en général, il y aura plusieurs chaînes de valeur dans une même carte. Et développement de produit, on se concentrera sur une chaîne de valeur de l'entreprise, par exemple. Et puis, pour revenir sur le flow, effectivement, on a c'est un peu une tendance de parler d'agilité des organisations et de dire que la stratégie doit être alignée avec, de concevoir l'organisation pour que tout s'aligne un peu comme ce qu'on disait aujourd'hui, réconcilier stratégie et opérationnel. Et éviter le décalage entre l'exécution et la vision initiale. Et donc pour ça, les cartes de Wordley sont un outil que moi je considère comme formidable effectivement, et qui peuvent s'introduire dans la stack de Susan Kaiser, qui est Team Topology, DDD et Wordley Maps. Mais les Wordley Maps sont plus immatures comme modèle, et donc en général, le parent pauvre un peu de cette stack.
Il y a William qui… Ah, pardon. Oui, excuse-moi. William. Ouais, je voulais partager aussi mon vécu avec les cartes de Worldday. Moi, ça faisait quelques années que c'était sur mon radar. Moi, je viens de la JT, puis près de Knevin. Et j'avais retrouvé des choses très similaires avec les cartes de Worldday. Ça m'avait, pour rassurer certaines personnes, il m'a fallu une bonne année de cogitation, de digestion des informations et de quelques présentations de Simon Worldday, et puis de fausses tentatives, de faux départs, avant de vraiment comprendre comment utiliser ça dans un cas concret. Depuis que j'ai trouvé, que j'ai pu pratiquer, que j'ai trouvé des repères, moi je m'en sers, un des cas d'usage très simple, mais que j'utilise très fréquemment et qui a de la valeur, c'est quand, vu que moi je suis consultant chez différents clients, quand j'arrive chez un nouveau client, j'essaye dans les premières semaines de faire différentes interviews avec les personnes en essayant de dessiner déjà juste la dimension verticale de la chaîne de la valeur en utilisant ce formalisme. Et une fois que j'ai décortiqué un petit peu le truc, en fait, quand je présente ça à quelqu'un d'autre, je dis, voilà ce que j'ai compris de cette équipe. Eh bien, la personne, déjà, elle dit, ah ouais, mais en fait, oui, ça, elle me corrige 2-3 choses. Et puis après, elle me dit, ah, mais en fait, j'avais pas l'impression, je me rendais pas compte de tout ce qu'on faisait, de tous les composants sur lesquels ça reposait, et de toutes les interactions avec les autres équipes aussi que ça engendrait. Et quand il y a de nouvel arrivant dans l'équipe où je suis, je leur montre la carte de Worldday et je m'en sers comme présentation déjà du contexte. Absolument. Et ça aide à rentrer dans le sujet, quoi, petit à petit. Ouais, ça synthétise vraiment bien l'environnement dans lequel on se situe. Et ouais, je plus vois ton usage, William. J'aime beaucoup faire ça aussi. Ouais, et un des éléments de diagnostic que j'ai déjà utilisé avec ça, c'est de montrer que, et en lien avec Team Topology, c'est de montrer que quand une équipe est en train de gérer, est en train de développer des composants qui sont complètement à droite et puis aussi qui sont complètement à gauche, en fait, ça crée beaucoup de charges cognitives, souvent. Et donc, ça permet déjà de commencer à poser des mots sur des vécus où une équipe se sent vraiment tiraillée entre le business as usual, la MCO de quelque chose qui est complètement infini, avec, on essaye d'explorer un terrain sur lequel on ne sait pas du tout où il faut aller. Ouais, carrément. C'est très intéressant quand une organisation est justement décomposée en plusieurs chaînes de valeur et qu'il y a une partie de la chaîne de valeur qui est à droite et la partie à gauche. Dans les cartes de Worldday, il y a une théorie de l'organisation du travail, de l'organisation des équipes, qui est à prendre pour ce qu'elle est, mais qui dit que justement, en fonction des phases d'évolution, on ne va pas avoir la même appétence au travail. Les gens qui vont être attirés par le travail, la construction, la réalisation des composants qui vivent à gauche de la carte ne sont pas les mêmes que les gens qui sont attirés par les composants à droite de la carte. On parle des urbanistes à droite de la carte, ceux qui vont construire des empires, agrandir les villes. Et à gauche, on parle plus des explorateurs, celles et ceux qui vont implanter le drapeau et commencer à créer, à explorer les lieux. C'est pas du tout les mêmes comportements. Comment t'as dit, Mathieu, à droite, comment on l'appelait? Les urbanistes à droite, au milieu, du coup, en phase 3, c'est les villageois. Et puis en phase 1 et 2, Genesis et Custom, c'est les explorateurs et les exploratrices. Voilà. Écoutez, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé. J'ai passé un très bon moment. J'espère que Maïwenn, toi aussi. Oui, pareil. Du coup, t'as enregistré. On coupe, je ne sais pas si les personnes qui sont intervenues souhaitent être mises ou on coupe à la fin. Comment on fait pour Moi, ça faisait partie avoir les du accords, deal. Elles n'auraient pas allumé leur Oui. leur vidéo si elles voulaient ne pas apparaître. Voilà. D'accord. Ouais, très bien. Merci à vous toutes, vous toutes et tous. Ça fait Agile Il y a un peu Fest. de parité, c'est très bien. Comment? Merci Maïwenn pour l'invitation. De rien, avec plaisir. Des très bons moments à construire ce webinaire.
J'espère que les cartes de Wordley, ça vous parle maintenant et que vous allez pouvoir mettre les mains dans le livre ou me contacter comme vous voulez. Je suis très accessible via LinkedIn ou via mon site. N'hésitez pas. À plus tout le monde. Merci. Merci. À tous.